Un gigantesque navire est amarré dans le port de Hambourg. Il a pour vocation d'entretenir un souvenir, celui des géants des mers, ces formidables bâtiments qui ont bravé l'océan à l'époque héroïque de la navigation transatlantique. Le Queen Mary 2 largue les amarres, direction New York. 2000 passagers se font une joie de voyager à son bord. C'est un bateau bien particulier, un paquebot, non pas de croisière, mais de ligne. Un transatlantique, conçu tout spécialement pour affronter les eaux houleuses de l'Atlantique Nord, comme ses glorieux prédécesseurs. Le Queen Elizabeth, le Bremen, le Normandie ou encore le Titanic. Stephen Payne n'est pas un passager comme les autres. C'est lui qui a dessiné ce navire. Il réalisait un vieux rêve en construisant ce qui était alors le bateau le plus grand et le plus cher du monde. J'aime m'embarquer 2 à 3 fois par an sur le Queen Mary 2. Pour moi, c'est un peu comme retourner au bercail. Ce bateau est mon bébé. On a essuyé des tempêtes terribles ensemble. Mais à chaque fois, il a conservé l'allure, sans sourciller. Il a été conçu pour ça. En faisant retentir sa sirène, le paquebot salue le navire de croisière amarré au quai voisin. S'il lui ressemble, ce dernier est loin de l'égaler. La grande différence entre un paquebot de ligne et un navire de croisière, c'est la robustesse. Un transatlantique est conçu pour résister aux pires intempéries sans être endommagé et en restant confortable pour ses passagers. Ce bateau est le seul qui soit encore capable d'une telle prouesse de nos jours. Le Queen Mary 2 effectue plus d'une vingtaine de rotations par an entre l'Europe et l'Amérique du Nord. On ne le prend pas pour se rendre à un rendez-vous important, ni conclure des affaires, encore moins pour prendre un nouveau départ de l'autre côté de l'océan. On s'embarque pour l'aventure, la traversée en elle-même. On part à la recherche du temps perdu, mais avec le confort, la technologie et les normes de sécurité de notre temps. À l'heure du thé, on est véritablement replongé dans le passé. Tout se déroule en grande classe, à l'ancienne. Quartet à cordes, serveur en tenue blanche, seule l'allure décontractée des passagers nous rappelle que nous sommes au XXIe siècle. Stephen Payne est la vedette secrète de la traversée. Il signe des autographes en toute discrétion. Si le Queen Mary offre le luxe qui sied à une clientèle distinguée, l'ambiance n'y est plus aussi guindée que sur les paquebots d'antan. Le Queen Mary 2 ne sépare pas les premières et secondes classes de façon aussi stricte qu'on ne le faisait dans le temps. Néanmoins, les passagers qui ont fait le choix de s'offrir une cabine de luxe bénéficient de certains avantages. Une salle de restaurant spéciale leur est réservée, mais la plus grande partie du bateau est ouverte à tous. Donc, tous les passagers font l'expérience d'un paquebot de première classe. Au cours des 2 derniers siècles, des millions de personnes ont osé quitter les côtes européennes pour rejoindre l'Amérique par la mer. Émigrants, marchands, hommes d'affaires, touristes, poètes. L'écrivain allemand Thomas Mann trouve refuge outre-Atlantique pour échapper aux nazis.
Il y a quelque chose dans le bleu pur du ciel et de la mer qui comble d'aise. Le glissement d'un tel navire sur l'eau est si beau et si noble. Rien à voir avec les trépidations d'un train express qui prend des virages à toute vitesse. L'horizon est étonnamment désert sur cet itinéraire, pourtant emprunté par des navires de tous les pays. Voilà des jours que nous voyageons et nous n'avons pas aperçu le moindre panache de fumée. Pendant plus de 4 siècles, prendre le bateau a été le seul moyen de se rendre d'un continent à l'autre. La route maritime de l'Atlantique Nord traverse des eaux glaciales et tumultueuses. Mais c'est l'itinéraire le plus court entre le vieux continent et le nouveau monde. Longtemps, ce sont les voiliers qui ont approvisionné les colonies britanniques d'Amérique du Nord, puis les États-Unis en marchandises venues d'Europe et rapporté au retour des produits du Nouveau Monde. Ces navires cargo transportaient également des passagers. Des centaines de milliers d'émigrants ont fait la traversée après avoir réuni l'argent pour le billet à la sueur de leur front pour la plupart. Ils fuyaient la faim, l'exploitation, la persécution religieuse et étaient donc prêts à accepter les rudes conditions du voyage avec tous les risques qu'ils comportaient. En effet, ces passagers devaient voyager dans le redoutable entrepont. Il s'agissait d'une grande pièce aveugle d'un seul tenant, sans fenêtre ni hublot, où plusieurs centaines de personnes étaient entassées pendant toute la durée du voyage. C'était bien sûr très problématique, surtout à l'époque des voiliers, car on ne savait jamais combien de temps durerait la traversée. Il est arrivé qu'elle dure 3 mois de plus que prévu. En 1840, un bateau comme on n'en avait encore jamais vu prend corps dans le port de Bristol. Des siècles durant, les navires qui fendaient l'Atlantique ont été des voiliers en bois à la coque fuselée, livrés au vent et aux vagues. Et voilà que surgit un colosse de fer, au pont bien plus large, mu par la force qui était en train de révolutionner le monde, la vapeur. Le SS Great Britain, le premier vrai géant des mers. Il ressemble encore, en de nombreux points, aux voiliers d'une époque où les officiers coiffés de perruques blanches résidaient dans la cabine arrière. Mais le Great Britain ouvre un nouveau chapitre de l'histoire des transatlantiques. Il a été conçu par Isambard Kingdom Brunel, l'un des ingénieurs les plus géniaux du XIXe siècle. Après avoir quadrillé l'Angleterre de lignes de chemin de fer et jeté des ponts au-dessus des vallées, il s'est lancé dans la construction navale. Le 19 juillet 1843, 80 000 spectateurs regardent avec fascination l'eau pénétrer dans le bassin de Radoub. Le Great Britain est une prouesse technique. Le plus grand bateau du monde et le premier navire de passagers en fer et à vapeur. William Henry Fox Talbot, l'un des pionniers de la photographie, fait spécialement le voyage jusqu'à Bristol pour prendre la toute première photo d'un bateau. Les années précédentes, quelques expériences isolées avaient été menées avec des bateaux à aube. Mais le Great Britain est propulsé via une technique encore inédite. Un long arbre manivelle traverse toute la coque et entraîne une immense hélice.
Une hélice est bien plus efficace parce qu'elle est entièrement submergée. Donc toute la puissance générée est employée à faire avancer le bateau. Une roue à aube n'est que partiellement submergée. C'est impressionnant mais pas si efficace. Quand le Great Britain a été construit, l'amirauté a organisé une sorte de partie de tir à la corde entre deux bateaux à vapeur. L'un à hélice, l'autre à roue, liés ensemble par une haussière, pour comparer leurs puissances respectives. Et c'est le bateau à hélice qui l'a emporté haut la main. Et voici le cœur du bateau. Une machine à vapeur monumentale de 500 chevaux vapeur. L'ingénieur naval guide fièrement les visiteurs dans la salle des machines où ils restent bouche bée. Certains ont même le frisson. Avant l'invention des moteurs à vapeur, on évitait autant qu'on le pouvait de faire du feu à bord des bateaux. Parce que si un incendie se déclarait en pleine mer, c'était bien sûr un désastre. Le navire pouvait sombrer et causer la mort de beaucoup de personnes. Installer une machine à vapeur à bord, c'était vraiment inédit et surprenant. Ça revenait à équiper le navire d'une gigantesque fournaise. C'était très difficile à concevoir. La machine à vapeur ouvre un nouveau chapitre de l'histoire des voyages en bateau. Ils deviennent plus sûrs, plus prévisibles et bien plus rapides, en théorie. L'accélération des trajets transocéaniques aura de nombreuses répercussions, et pas seulement pour les passagers. C'était devenu plus rapide de traverser l'Atlantique. Il ne fallait plus que 2 semaines alors que cela pouvait prendre 2 mois en bateau à voile. Cela signifiait aussi que les nouvelles voyageaient plus vite. On pouvait écrire une lettre à New York dans laquelle on mentionnait le prix de l'or et l'envoyer à Londres en sachant à peu près quand elle arriverait, et ainsi influencer grandement les prix et donc avoir un impact sur ce qu'on exportait du Royaume-Uni à New York. Savoir dans un délai relativement réduit ce qui se passait sur les différents marchés représentait un formidable bond en avant. Il faudra encore 2 ans pour que le Great Britain prenne enfin la mer. D'abord, la sortie du port de Bristol doit être élargie pour permettre au colosse de passer. S'il peut accueillir 360 passagers dans un premier temps, le nombre de voyageurs désireux de s'embarquer est néanmoins limité. Les personnes qui ont pris ce bateau en 1845 étaient des pionniers. Le SS Great Britain était le premier navire de haute mer doté d'une coque de fer et d'une propulsion à hélice. Monter à bord d'un tel paquebot pour traverser l'Atlantique à l'époque, c'était un peu comme prendre un vaisseau spatial aujourd'hui. Moi, je serais morte de peur, mais certains adoreraient ça. Bref, seulement 53 personnes ont osé faire cette première traversée en 1845. Si le voyage inaugural se déroule sans encombre, un accident a lieu l'année suivante. Le Great Britain s'échoue sur le littoral irlandais. Dépassé par les nouvelles règles de navigation, le capitaine n'a pas su maîtriser son vaisseau. Ce monument échoué près du rivage fascine les foules et inspire les artistes. L'accident démontre néanmoins la résistance du fer comme matériau de construction navale. Au cours de l'un de ses premiers voyages, le Great Britain s'est échoué dans la baie de Dundrum, en Irlande du Nord. Il y est resté 11 mois avant de pouvoir être remis à flot. S'il avait été en bois, il aurait été détruit et il ne serait pas là aujourd'hui. Mais le fait qu'il ait eu une coque de fer l'a rendu bien plus résistant et il a survécu aux tempêtes. Les bateaux à vapeur conquièrent peu à peu l'Atlantique. Pourtant, le voyage demeure dangereux. Il y avait régulièrement des explosions de chaudières, des collisions, des échouages près des côtes, des incendies aussi. Bref, les avaries étaient très fréquentes et ce n'était pas rassurant. Curieusement, les accidents étaient rarement dus à des tempêtes ou autres phénomènes naturels. La plupart du temps, ils étaient causés par des défaillances techniques. Le Great Britain surpasse tous les bateaux de l'époque en grandeur et en luxe. La cuisine est immense. On y prépare entre autres de la viande de porc embarquée vivant. Une vache est aussi du voyage et fournit tous les jours du lait frais. Les dîners sont servis dans un salon somptueux où les passagers peuvent se retrouver dans le plus grand confort à tout moment de la journée.
Ce luxueux paquebot ne traversera l'Atlantique que 2 brèves années. L'affaire n'est pas rentable. Mais les paquebots à vapeur conquièrent bel et bien l'océan. Ils sont de plus en plus majestueux, même si l'entrepont, réservé à la classe la plus déshéritée, demeure sordide. En 1879, l'écrivain Robert Louis Stevenson se rend en Amérique. Curieux, il descend voir comment voyagent les passagers les plus pauvres. Là, dans le nez du navire, le mouvement atteignait une violence extrême. Souvent, le fracas des vagues devenait assourdissant. On aurait peine à imaginer pires circonstances de voyage et voyageurs plus désemparés. Partout, des couchettes plongées dans la nuit. Les bruits à peine humains qui venaient des malades formaient comme un chœur de cour de ferme. C'était un de ces endroits qu'il fait bon laisser derrière soi. Chaque année, des centaines de milliers d'émigrants entreprennent malgré tout la traversée. La capacité d'accueil augmente avec la taille et la puissance des navires. La Statue de la Liberté voit défiler de nouveaux bateaux chaque jour. Des voiliers et de plus en plus de paquebots venus d'Europe se succèdent dans le port de New York. Les affaires des armateurs tournent à merveille. Les Britanniques et les Allemands ont supplanté la célèbre Compagnie Générale Transatlantique des Français et dominent désormais le marché. Le voyage vers le Nouveau Monde coûte cher, y compris pour les passagers de l'entrepont. La plupart des émigrants doivent se priver de tout pour se payer le billet. Chaque jour, ils sont néanmoins un millier à traverser l'Atlantique. Les grandes compagnies maritimes européennes se les répartissaient, pour ainsi dire. Elles avaient formé une association, la Norder, et se mettaient d'accord entre elles chaque année quant au nombre de passagers d'entrepont que chacune allait prendre et à quel prix. La concurrence s'exerçait au niveau des autres passagers, ceux des classes supérieures. Ce sont eux que les armateurs s'arrachaient à grand renfort de luxe et de confort. La Cunard Line de Liverpool est créée en 1840. Comme la plupart des autres compagnies maritimes, elle reçoit des subventions de l'État. En effet, les paquebots de ligne transocéanique assurent aussi les services postaux. Les voiles se font de plus en plus petites, jusqu'à disparaître tout à fait. Malgré tous les efforts déployés, la traversée de l'océan n'est pas toujours une partie de plaisir. En 1895, un jeune Britannique monte à bord de l'Etruria. Jamais je n'entreprendrai une traversée de l'océan pour le plaisir. Les voyages en mer ne sont qu'un mal nécessaire. Ce jeune homme, c'est Winston Churchill, qui était alors sous-lieutenant de hussards dans l'armée britannique. La cabine n'est pas dénuée de confort, mais j'ai cherché en vain une place confortable où m'asseoir et une occupation intéressante. Jusque-là, les journées m'ont toutes semblé interminables et sans le moindre intérêt. Un concert est prévu pour ce soir, auquel tous les imbéciles à bord ont l'intention de jouer et les plus stupides encore d'applaudir. À Hambourg, les compagnies maritimes ont du mal à rentabiliser les traversées de l'Atlantique. Une des plus grandes, la Hamburg America Line, ou Hapag, privilégie le fret, le transport de passagers étant pénalisé par le fait que Hambourg est situé à l'intérieur des terres. Il est souvent meilleur marché pour les voyageurs, aussi bien d'Allemagne que d'Europe de l'Est, de s'embarquer pour l'Amérique directement depuis l'Angleterre. De plus, les armateurs hambourgeois subissent la concurrence de ceux de Brême, où la flotte est spécialisée dans le transport de passagers. En 1871, l'Allemagne, longtemps éclatée, est fédérée au sein d'un empire, et la marine sera le dada du jeune monarque qui en prendra les rênes en 1888. Guillaume II se dote d'un opulent yacht privé et ne manque pas une occasion de donner en spectacle la puissance maritime allemande, afin de faire comprendre à ses sujets que l'avenir de l'Allemagne est sur l'eau.
Il y avait un fort engouement pour la marine dans l'Empire allemand. Sa puissance devait illustrer celle de la nation naissante. Et cet enthousiasme a bientôt gagné la population civile. Les subventions allouées d'abord à la marine militaire se sont ensuite étendues à la marine civile, qui a repris beaucoup de rituels mis en place par l'armée. Les baptêmes de navires, par exemple, qui étaient toujours de grands événements auxquels assistaient l'empereur lui-même ainsi que d'autres personnages influents. C'était une question de prestige national. Avec le soutien de l'empereur, la Norddeutscher Lloyd de Brême construit un navire d'une toute nouvelle classe. Le souverain le baptise Kaiser Wilhelm der Große, en hommage à son grand-père Guillaume Ier. Cet immense paquebot possède 4 cheminées et mesure presque 200 mètres de long. C'est le nouveau record mondial de taille pour un bateau. Lors de sa première traversée, en 1897, il atteint une vitesse record. Il arrive à New York en 5 jours et 17 heures, soit une vitesse moyenne de 40 km à l'heure. Le ruban bleu récompensant la traversée la plus rapide de l'Atlantique fait plus que jamais l'objet d'une compétition farouche. C'était une affaire de prestige. En tout état de cause, cette compétition n'était pas économiquement rentable, car quand on navigue à toute allure, on consomme énormément d'énergie. En poussant sa vitesse au maximum tout du long, un tel paquebot brûlait environ 5 fois plus de charbon qu'un bateau qui faisait le même trajet, non pas en 4 jours et demi ou 5 jours, mais en 9 jours. Quand Albert Ballin prend la tête de la Hapag, les affaires reprennent à Hambourg. Celui qu'on ne tarde pas à surnommer l'armateur de l'empereur modernise la compagnie maritime et en fait l'une des plus puissantes de la planète. Le monde est mon champ d'action. Telle est désormais la devise très impériale de la Hapag. Son nouveau directeur n'est pas l'ami de l'empereur pour rien. Albert Ballin se rend rapidement compte qu'il pourra difficilement l'emporter s'il se lance dans une course de vitesse avec ses navires. Il mise donc sur le luxe et l'élégance en proposant un raffinement dernier cri pour mieux séduire les clients les plus fortunés. Tandis que la Norddeutscher Lloyd, son concurrent de Brême, emploie un architecte local qui dessine des navires somptueux dans un style demeurant traditionnel, Albert Ballin, lui, fait venir quelqu'un de Paris, qui n'est autre que l'architecte d'intérieur du Ritz. Il entend donner une touche française à ses navires. Même les passagers de l'entrepont ou de 4e classe, autrement dit les émigrants, ont maintenant plus de place sur les navires de la Hapag. Ils ont aussi accès à un espace ouvert où ils peuvent respirer l'air frais de l'Atlantique. Et pour 180 marks au lieu de 160, les plus chanceux peuvent même s'offrir un billet de 3e classe qui leur donne droit à une petite cabine avec l'eau courante et à des repas servis à table dans une vraie salle à manger. Côté divertissement, les passagers des classes inférieures ne peuvent s'en remettre qu'à eux-mêmes. Seul l'orchestre de bord daigne parfois descendre jusqu'à leur niveau. Je suis particulièrement satisfait des aménagements effectués dans la 3e classe et espère que bientôt tous les migrants qui viendront en Amérique pourront en bénéficier. Je félicite votre compagnie pour ces améliorations qui profitent aux immigrants comme aux machinistes. Dixit Theodore Roosevelt, le président des États-Unis, après un voyage à bord d'un navire de la Hapag. À Cuxhaven, ville située à l'embouchure de l'Elbe, Albert Ballin fait construire un gigantesque port d'embarquement, les Hapag-Hallen. Des trains spéciaux en provenance de Hambourg arrivent pratiquement sur le quai, épargnant aux voyageurs de longues heures de transport sur le fleuve. Préparés au voyage dans un camp aménagé tout spécialement à Hambourg, les émigrants n'ont plus qu'à passer la douane à Cuxhaven. Le nombre de passagers de la Hapag monte en flèche. Ce sont pour la plupart des émigrants d'Europe de l'Est. De ces colosses bravant les rudes flots de l'océan,
les plus beaux, les plus rapides et les plus confortables sortent des chantiers navals allemands. C'est du moins ainsi qu'on voit les choses au sein de l'Empire. Contrairement à ce que relayait la presse allemande, c'étaient les Britanniques et non les Allemands qui étaient les leaders mondiaux en matière de construction navale. Les deux nations se livraient ouvertement une compétition acharnée. Mais les Britanniques l'emportaient encore nettement d'un point de vue économique. En octobre 1910, un mastodonte quitte le port de Belfast. C'est un navire d'un tout nouveau genre. Plusieurs années auparavant, on avait commencé la construction d'une immense cale sèche dans ce port d'Irlande du Nord, le Thomson Graving Dock. Les bateaux qui allaient en sortir devaient atteindre 300 mètres de long. Leurs noms, Olympic, Titanic et Britannic. Ces trois monuments sont une commande de la White Star Line, une compagnie américano-britannique qui fait construire tous ces bateaux à Belfast par le Harland & Wolff, l'un des plus grands et des meilleurs chantiers navals du Royaume-Uni. Le chantier naval a dû procéder à de nombreux agrandissements pour pouvoir édifier ces bateaux. La construction du Thomson Graving Dock a commencé en 1904 et s'est achevée en 1911, juste à temps pour accueillir l'Olympic. Cette forme de radoub est en quelque sorte la cathédrale de l'industrie de Belfast. C'est dans cette cale que s'effectuent les travaux de finition. Les nouveaux paquebots sont dotés de 3 formidables hélices et de 4 cheminées. C'est désormais la norme internationale, même si la 4e cheminée n'a pas d'utilité. L'Olympic a dû attendre un peu avant de pouvoir être tracté à l'intérieur du bassin, qui n'avait pas pu être achevé à temps. Trois énormes pompes permettent de remplir puis de vider le bassin de radoub comme une gigantesque baignoire. Le chantier naval est transformé du tout au tout. Des sommes folles ont été investies pour pouvoir mener à bien ce projet faramineux. Pour ces 3 titans, l'Olympic, le Titanic et le Britannic, le contrat s'est monté à quelque chose comme 1 milliard de livres sterling en monnaie d'aujourd'hui. C'était un investissement énorme. Si l'Irlande est pauvre à l'époque, Belfast, elle, prospère grâce à son fabuleux chantier naval et à ses dockers. Si on pouvait remonter le temps, on sentirait les lieux vibrer d'une énergie phénoménale. Harland & Wolff, ce n'était pas moins de 15 000 travailleurs. Autrement dit, une véritable industrie. Et à de nombreux égards, une sorte de capitale de l'innovation. On était ici à la pointe du design et de la technologie. C'était le Cap Canaveral de l'époque. À la mise à flot de l'Olympic succède 6 mois plus tard celle du Titanic. Nul n'aurait alors pu imaginer qu'un destin tragique rendrait ce frère cadet plus célèbre qu'aucun autre navire de l'histoire. L'important pour ces paquebots, c'était la taille. Il fallait qu'il soit le plus grand possible. Le Titanic était le plus grand bateau du monde, certes,
Mais on oublie souvent qu'il était presque identique à son jumeau, l'Olympique. Il faisait peut-être quelques tonnes de plus, mais les deux étaient construits sur les mêmes plans et quasiment des copies conformes. Cela dit, l'Olympique a été le premier à sortir des chantiers. Il a donc été beaucoup plus photographié que le Titanic. On le fait d'ailleurs souvent passer pour son frère défunt, comme dans ce vieux film où les noms ont été effacés. Si le Titanic n'est jamais arrivé à New York, l'Olympique, lui, a assuré son service pendant plus de 2 décennies. Un seul bâtiment de la flotte de la White Star Line a survécu. Un transborder baptisé Nomadic. Il repose aujourd'hui dans une petite cale de l'ancien chantier naval, d'où il pointe vers la plus grande attraction touristique d'Irlande, le Titanic Belfast. Un musée interactif qui retrace l'histoire du fameux paquebot à l'endroit même où il a pris la mer. De gigantesques installations vidéo recréent l'atmosphère de l'époque où le port de Belfast résonnait du bruit des riveteuses. À mi-chemin entre musée et parc d'attractions, le Titanic Belfast rend hommage à ce géant des mers condamné au triste sort de vaisseau fantôme. Si sa carcasse n'est plus habitée que par des esprits au fond de l'océan, il est si bien reconstitué ici que les visiteurs bien vivants du musée ont presque le sentiment de s'y promener grâce à des reconstitutions plus vraies que nature. Point d'orgue de la visite, un voyage en ascenseur virtuel à travers les différents niveaux du paquebot. Son majestueux escalier semble soudain si réel qu'on a presque le réflexe d'y monter. Le 10 avril 1912, peu après-midi, le Titanic s'élance pour son premier et dernier voyage. Il fait une première escale à Southampton, puis traverse la Manche pour rejoindre la France, avant de mettre le cap sur l'Irlande, d'où il partira à la conquête de l'Atlantique. Un ensemble de forts et de digues interminables constitue au large de Cherbourg la plus grande rade artificielle du monde. Ces eaux calmes sont suffisamment profondes pour recevoir les géants des mers et peuvent se vanter d'avoir accueilli un jour le Titanic. Toutes les grandes compagnies maritimes internationales ont alors des antennes dans cette petite ville portuaire qui grouille de voyageurs venus de toute l'Europe, tout comme sa grande concurrente, Le Havre. Il y avait une concurrence évidemment entre tous les grands ports d'émigration en Europe. Cherbourg en fait partie. Toutes les compagnies maritimes évidemment se bataillaient pour recruter des passagers, pour les amener jusqu'au port où elles s'étaient implantées. Et Le Havre était spécialisé dans les compagnies maritimes françaises, alors que Cherbourg s'est développé sur les compagnies maritimes étrangères. Des transbordeurs appartenant aux grandes compagnies maritimes s'activent dans la rade, faisant moult va-et-vient pour conduire l'ensemble des voyageurs jusqu'au paquebot. Parmi eux, le Nomadic, aujourd'hui exposé à Belfast. Même sur ces bateaux de taille plus modeste, la White Star Line s'efforce de créer une atmosphère qui respire le luxe et le confort. Toutefois, l'exiguïté des lieux ne permet pas de séparer totalement les classes, et par la force des choses, le beau monde se retrouve mêlé aux passagers les moins fortunés. Parmi les 281 passagers qui ont embarqué à Cherbourg à bord du Titanic, on avait 102 passagers de 3e classe. Évidemment, beaucoup de gens qui partaient émigrer aux États-Unis. Ça fait partie évidemment de toute l'histoire des ports transatlantiques, Cherbourg y compris.
Les voyageurs déjà à bord du Titanic doivent attendre 2 heures que le transborder ait fait embarquer tous les nouveaux passagers. Le paquebot peut ensuite lever l'ancre, direction New York, en passant par le port irlandais de Queenstown. Les chaudières tournent à plein régime. Le journaliste Egon Erwin Kisch traverse l'Atlantique à bord du Vaterland, un concurrent allemand du Titanic. Il descend dans la salle des machines et écrira un reportage sur les chauffeurs du paquebot géant. Les silhouettes qui s'agitent devant la chaudière sont noires, comme tout ce qui les entoure. À mesure que les soutes à charbon se vident, le bateau s'allège. Et plus le géant se rapproche de son but, plus la proue se dresse au-dessus de l'eau. Croyant sentir le sol s'incliner sous lui, le chauffeur exulte. « C'est moi qui ai fait ça. J'ai fait avancer le plus grand géant des mers, et c'est grâce à moi qu'il lève le nez. » Le Titanic, de son côté, est maintenant au beau milieu de l'Atlantique Nord. Violet Jessop, qui travaille comme hôtesse sur le paquebot lors de ce tragique voyage inaugural, se souvient des années plus tard. La grisaille a remplacé le soleil, mais la mer restait calme. Un calme que seul connaît l'océan. Une sérénité parfaite, rompue seulement par le rythme de l'eau qui clapotait paresseusement contre les flancs du navire, tandis que sa puissante carcasse se frayait un chemin à travers les flots. Le capitaine scrute les icebergs depuis le pont alors que son navire se rapproche de la banquise. Mais il se fera surprendre au cœur de la nuit. Ces images sont celles des actualités de l'époque. Le naufrage du Titanic, survenu dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, fait quelques 1500 victimes et restera l'un des événements les plus médiatisés du siècle. Ce paquebot n'avait-il pas été conçu pour être insubmersible ? Ce slogan qui vantait le caractère insubmersible du navire n'était pas nouveau. On l'avait dit d'autres paquebots avant le Titanic. Avec le recul, je pense que si le souvenir du naufrage du Titanic est encore aussi vivace aujourd'hui, c'est parce qu'il a marqué la fin d'une époque. Peu après, la Première Guerre mondiale éclatait et c'est toute la carte du monde qui allait bientôt être redessinée. Des décennies durant, le Titanic est porté disparu. Son épave demeure introuvable. Quand elle est finalement repérée en 1985 au large de Terre-Neuve, à quelques 3800 mètres de fond, le monde retient son souffle. Commence alors la deuxième vie du Titanic. Un siècle plus tard, le Queen Mary II emprunte le même itinéraire maritime que le géant englouti de la White Star. Il passe donc tout près de l'épave fantasmatique à laquelle il doit son existence. En effet, les passagers n'en ont peut-être pas conscience, mais c'est grâce au Titanic qu'ils font ce voyage aujourd'hui. Aussi étrange que ça puisse paraître, ce bateau n'a été construit que parce qu'on a retrouvé le Titanic. La découverte de son épave a suscité un engouement extraordinaire pour la traversée de l'Atlantique Nord. Et quand Titanic, le film de James Cameron, est sorti, cette histoire d'amour sur fond de naufrage, les gens ont soudain eu envie de s'embarquer sur un paquebot pour faire le même voyage. On se demande bien pourquoi, mais ça a été le cas d'énormément de personnes. Et voilà comment je suis entré en scène. En Irlande du Nord, les groupes de touristes se bousculent au Titanic Belfast pour vivre une expérience multimédia unique sur l'ancien chantier naval d'où est sorti le navire mythique. Pour le plus grand bonheur de l'industrie du tourisme, son souvenir est célébré dans toute la ville.
Pendant de nombreuses années, des décennies même, Belfast a été bien embarrassé par la tragédie du Titanic. Le chantier naval n'aimait pas qu'on en parle. Quand on construit des bateaux, on ne tient pas à être connu comme le constructeur du navire qui est devenu le plus célèbre au monde pour avoir sombré tragiquement. Peu de touristes s'aventurent tout au bout du port, bien qu'on y soit d'une certaine façon encore plus proche du Titanic. Les lourdes plaques d'acier qui forment la cloison étanche de l'immense cale sont les mêmes que celles qui étaient rivetées sur la coque du géant. Qui construira le nouveau plus grand paquebot du monde? Quelques semaines après le naufrage du Titanic, un navire encore plus colossal est mis à l'eau à Hambourg. Guillaume II demande à ce qu'il soit baptisé à sa propre gloire, Imperator. Un souhait qu'Albert Ballin ne peut lui refuser. Size does matter. La taille a de l'importance. Le journaliste Alfred Kerr en est lui aussi convaincu. Lorsque je vis passer devant moi ce pont gigantesque, je fus parcouru du même sentiment d'admiration jubilatoire que j'avais ressenti en explorant les hauteurs métalliques de la Tour Eiffel. Une allégresse face à la prouesse technique. La figure de proue de l'Imperator n'est autre qu'un immense aigle impérial tenant entre ses serres un globe terrestre. Le monde est mon champ d'action. Alfred Kerr s'enthousiasme également pour l'intérieur du mastodonte. J'approuve totalement le luxe dernier cri déployé ici. Pour moi, c'est une marque d'audace face à tout ce que l'homme doit affronter en mer. Le vent, les animaux marins, les vagues, la solitude. J'admire ce navire, le plus perfectionné de tous, parce qu'il n'offre pas seulement le nécessaire, mais aussi le superflu. L'Imperator assure sa fonction de transatlantique pendant 1 an. Il perd son aigle impérial lors de sa 3e traversée, qui sera la dernière. La guerre se profile à l'horizon. Les paquebots allemands sont transformés, par exemple, en navires transporteurs de troupes. New York continue en revanche à figurer sur l'itinéraire des paquebots de ligne britannique. Les États-Unis sont neutres et le Royaume-Uni entretient des liens étroits avec cette nation industrielle en plein essor de l'autre côté de l'Atlantique, ainsi qu'avec le Dominion du Canada. Peu après le naufrage du Titanic, les New-Yorkais érigent un petit phare à sa mémoire, à la pointe sud de Manhattan. Il éclaire le chemin aux âmes perdues du géant englouti pour qu'elles puissent rentrer chez elles. Qui aurait pu imaginer que 3 ans plus tard, un autre géant, parti cette fois des quais de l'Hudson, subirait un sort aussi tragique? Un peu plus de 1200 passagers embarquent le 1er mai 1915 sur le Lusitania de la Cunard. La plupart ont des obligations en Europe ou des affaires urgentes à régler. Le Lusitania est un paquebot aussi immense que fiable. La météo est bonne, le voyage s'annonce sous les meilleurs auspices. Mais voilà que l'ambassade allemande à New York publie un avertissement à l'intention des voyageurs en partance pour les ports du Royaume-Uni. L'Allemagne a déclaré zone de guerre les eaux britanniques et compte bloquer tous les vaisseaux battant pavillon anglais ou alliés. Elle n'hésitera pas à employer les armes. Les passagers voyagent à leurs risques et périls. Beaucoup ont des sentiments mitigés quand le Lusitania quitte le port de Manhattan. La menace allemande est sérieuse. Les sous-marins de l'empereur rôdent tout autour des îles britanniques. Le Lusitania reçoit par radio une alerte de l'amirauté britannique, mais il est déjà au large de l'Irlande, à portée des torpilles allemandes. Le 5 mai, peu après 14 heures, le bâtiment est coulé par le sous-marin U-20.
Sur un total de quelques 2000 passagers et membres d'équipage, seuls un peu plus de 700 ont le temps de fuir le navire à bord des chaloupes de sauvetage. Le paquebot et ses plus de 1200 victimes gisent encore aujourd'hui dans les profondeurs de l'océan, au sud de l'Irlande. L'épave d'un autre géant repose, elle, au fond de la mer Égée, au large de l'île grecque de Kea. Il s'agit du Britannique, un frère jumeau du Titanic, le troisième géant de la White Star Line. Le bateau sombre en 1916 après avoir percuté une mine. Il n'a pas encore eu l'occasion de traverser l'Atlantique. La Première Guerre mondiale a converti le paquebot de luxe en navire hôpital. Actuellement, ce qu'il en reste appartient à un particulier. Combien ça vous a coûté? À votre avis? 1 million? 15 000 livres sterling. C'était avant le film de James Cameron. En 1996, presque personne n'avait entendu parler du Titanic ou du Britannic. C'est à partir de 1997, quand Titanic est sorti en salle, que les prix se sont envolés pour tout ce qui avait trait de près ou de loin au Titanic. Les 15 000 livres que j'ai investis ne sont rien comparés à ce que vaut le Britannic aujourd'hui. Je ne pourrais pas vous donner de montant exact, mais je suis sûr que si on devait fixer un prix, il serait exorbitant. L'explosion et l'impact contre le plancher marin ont sévèrement endommagé la coque, mais le reste du navire est presque intact. Le naufrage a fait 56 victimes. Parmi les rescapés, Violet Jessop, qui avait survécu à la tragédie du Titanic 4 ans plus tôt. Quand j'ai acheté l'épave, je ne savais pas ce que j'allais en faire, je n'avais aucun projet. Mais dans les années qui ont suivi, j'ai été approché par tout un tas de gens. Des plongeurs, des scientifiques, des archéologues, des biologistes. Le Britannic gît à 120 mètres de profondeur. Il n'est accessible qu'à des plongeurs hautement spécialisés, car l'entreprise est à la fois ardue et périlleuse. C'est la plus grande épave de bateau civil à ce jour. La carcasse du navire s'étire sur 260 mètres. Une oasis pour les coraux et pour une myriade de poissons et de plantes. Un paradis de tous les dangers dans les ténèbres des fonds marins. Il est toutefois question d'en permettre un jour l'accès aux plongeurs amateurs. Pendant la Première Guerre mondiale, la plupart des transatlantiques ont été réquisitionnés. Certains ont été provisoirement convertis en navires hôpitaux, d'autres en croiseurs auxiliaires, d'autres encore ont été affectés au transport de troupes. Nombre de ces fiers géants des mers ont subi de sévères dommages quand ils n'ont pas sombré, entraînant avec eux toute l'atmosphère de l'avant-guerre. À la fin de la guerre commence la reconstruction. C'est l'heure des bilans, dont beaucoup sont amers. Le 8 novembre 1918, le drapeau rouge flotte sur le bâtiment de la Hapag. L'Allemagne est en proie à la Révolution. Le Conseil d'ouvriers et de soldats de Hambourg fait de cet immeuble du Grand Capital son quartier général. C'est la fin de la monarchie. Le monde d'Albert Ballin, l'armateur de l'empereur, s'écroule. Il était pour ainsi dire fini après avoir fait jouer ses relations à maintes reprises pendant la guerre et être intervenu en secret auprès de la haute finance britannique pour négocier la paix.
Tout a volé en éclats à cause de la Camarilla, les militaires qui entouraient l'empereur. Balin ne pouvait plus l'approcher. C'en était plus ou moins terminé des bons rapports que les deux hommes avaient entretenus en temps de paix. Dans sa somptueuse villa, Albert Balin met fin à ses jours face au buste du monarque. En 1917, les États-Unis entrent en guerre. Les bâtiments de la Hapag et de la Norddeutscher Lloyd qui pénètrent dans le port de New York sont des prises de guerre. S'ils servent un temps aux vainqueurs pour le transport des troupes, bientôt ils seront repeints pour endosser à nouveau leur rôle civil et pacifique de transatlantique au service des nations victorieuses. Ces fiers géants des mers assureront encore la liaison entre les continents pendant une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, le Queen Mary II, le seul paquebot transatlantique moderne, n'a aucune fonction militaire. À son bord, la traversée de l'océan est un pur plaisir. Un plaisir coûteux, certes, mais qui en vaut vraiment la peine.